Je suis ravi d'être ici aujourd'hui, d'avoir été invité par Google, pour parler d'émotion et du rôle de la marque dans le secteur B2B. Et donc, c'est notre sujet préféré à tous. Je vais passer ça, je vous ferai ça un peu après, ok? C'est notre sujet préféré à tous, j'imagine, parce que vous avez tous la fibre marketing. Moi, c'est mon sujet préféré, surtout avec les directeurs financiers en général, parce qu'ils comprennent bien la marque, l'émotion, tout ça, ça passe très bien. Donc aujourd'hui, en fait, c'est plutôt facile pour moi, parce que vous êtes tous alignés avec moi, quoi. On va parler d'émotion, on va parler de marque, etc. Alors, moi, j'arrive d'un endroit qui est un peu différent des autres intervenants, dans la mesure où je viens de cette compagnie qui s'appelle le CEB. Rapidement, est-ce que vous connaissez? Oui, non, peut-être? Un petit peu? Oh, très bien, une personne. C'est bien, je vais retourner à mon bureau à Londres avec le marketing et leur dire, les gars, va falloir bosser en France. Bon, donc CEB, en fait, c'est une compagnie très très simple. C'est un réseau de départements marketing, donc un réseau fonctionnel, dans des grands groupes à travers le monde. On en a à peu près 600. Et ce qu'on fait, c'est qu'on partage des outils, des bonnes pratiques, des idées qui ont été validées par des entreprises à travers le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du contexte de la marque dans le contexte B2B, mais je vais vous en parler avec des exemples concrets. Je vais vous en parler avec des résultats d'une étude qu'on a fait avec Motista, qui se spécialise dans le positionnement de la marque, et particulièrement dans le monde B2B. D'accord ? Alors avec ça, on va tout de suite commencer avec la plus grosse question. Est-ce que ça marche, le branding en B2B? Alors je devrais vous dire aussi que toutes mes slides sont en anglais, donc on va imaginer que ça va être un bon Woody Allen en version française, une bonne version française de Woody Allen, mais je risque de faire du franglais. Donc, je vais vous dire ce qui se passe. En fait, on est allé voir 3000 acheteurs. Acheteurs, décisionnaires, prescripteurs, etc. Et en fait, on leur a posé plein de questions sur leur dernier parcours d'achat B2B et sur la relation qu'ils avaient avec la marque du fournisseur qu'ils avaient choisi. Et quand ils ne l'avaient pas choisi, les autres marques. Donc la première question et le premier résultat que je partagerai avec vous ici, c'est en fait quand on regarde et qu'on demande aux gens est-ce que vous avez une connexion avec la marque B2B de votre fournisseur ou d'autres marques B2B, on se rend compte que plus la connexion est forte, c'est-à-dire les barres bleues, plus de bonnes choses arrivent. Donc par exemple la considération, l'achat, le willingness de payer un premium, etc. Toutes ces bonnes choses, en fait, donc ça marche. En fait. En B2B, la marque, ça a tendance à faire une différence. Donc la grosse question, une fois qu'on a passé ça, et encore une fois, avec les directeurs financiers, je passerai 3 heures là-dessus, mais avec vous, on va le passer plus vite, c'est plus, mais qu'est-ce qu'on fait alors? C'est quoi de faire de la marque et de positionner une marque en B2B aujourd'hui? Et donc on s'est posé cette question, et on a creusé un peu plus dans pas mal d'éléments. Et le premier endroit où on a commencé, en fait, c'est qu'on est allé voir nos clients, et on leur a dit, mais alors décrivez-moi un petit peu ce que vous faites. Quelle a été l'évolution de votre positionnement de marque depuis 5, 10 ans? Et on est tombé sur plein d'exemples, et j'aimerais en partager un en particulier avec vous. Vous connaissez sans doute cette compagnie, c'est Schneider Electric? Oui? D'accord. Donc à gauche, pas plus tard que 2009, la communication corporate, institutionnelle de la marque de Schneider Electric, c'était évidemment sur l'innovation. Mais c'était surtout sur Schneider, en fait. Donc ça parlait beaucoup de Schneider. Sur le temps, ça a un peu évolué si vous regardez au milieu. C'est-à-dire qu'on commence à parler moins de Schneider et on commence en fait à parler des bénéfices pour le client. Des choses comme l'efficience, la productivité, etc. Donc ça, c'est un bon parcours. Depuis 2009, c'est une bonne transition. Et en fait, quand on demande à notre panel et notre échantillon de décisionnaires, acheteurs, etc., si on leur demande, mais alors, ça fait une différence quand vous voyez la valeur que le fournisseur peut apporter à votre entreprise dans la communication de la marque, on se rend compte qu'effectivement, oui, ça a une grosse différence et que déjà, c'est une bonne chose à faire. Donc ça, c'est à peu près, j'imagine, ce que tout le monde fait. Ou être autrement, au moins, vu cette transition, a fait cette transition. Et le problème, c'est effectivement que tout le monde le fait. Donc, quand on demande
à cet échantillon, encore une fois sur la gauche, et donc c'est par marque, et vous voyez les secteurs sur lesquels on s'est focalisé, on se rend compte qu'effectivement, toutes les barres sont plutôt hautes en fait. Donc la perception de valeur ajoutée que le client perçoit à travers la communication de la marque est plutôt forte. Le problème, c'est le graphe que vous voyez sur la droite. Quand on leur demande un peu plus loin, donc vous comprenez que par exemple Schneider, ça peut vous aider à être plus efficient, d'avoir plus de productivité. Mais est-ce que vous comprenez pourquoi Schneider peut vous rendre encore plus efficient que quelqu'un d'autre? À ce moment-là, non, je comprends bien le lien Schneider, productivité, efficience. Je ne suis pas entièrement convaincu que je comprenne pourquoi vraiment Schneider. Parce que tous les autres communiquent exactement de la même façon. Et ce résultat, il est retrouvé, nous on l'a retrouvé sur un échantillon beaucoup plus large d'une étude qu'on a faite il y a quelques années. Mais je crois que Bain & Company, si vous les connaissez, sont sortis récemment avec, avec des chiffres qui sont vraiment comparables sur exactement la même question. Donc en fait, le gros problème, c'est qu'en termes de marque, on a fait une bonne progression de arrêter de parler de « on est innovant, on fait du développement durable ». Très bien, tant mieux pour vous. On a commencé à parler de « qu'est-ce que je fais pour vous, clients ?» dans la communication de ma marque. Le problème, c'est que les clients, bien qu'ils comprennent ça, ne comprennent pas forcément la différenciation de la marque et du fournisseur. Donc dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on avance? Et j'aimerais vous parler d'une piste potentielle qu'on a trouvée en regardant dans le data, qui est assez intéressante, je crois, et qui consiste, en fait, en un éléphant. Enfin, je vais vous expliquer un peu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des connaissances particulières en psychologie dans la salle? Très bien, moi non plus. Mais il y a beaucoup d'auteurs, par exemple, quelqu'un qui est très connu dans le secteur de la psychologie, qui s'appelle Jonathan Haidt, qui utilise la métaphore que vous voyez là pour expliquer en fait comment un individu prend une décision. Donc je vais vous expliquer un peu la métaphore parce que ça doit être un peu dur à comprendre. Donc tout d'abord, vous imaginez que le système éléphant et cornac ou maout ou dresseur plus simplement, c'est un individu. Dans cette métaphore-là, en fait, le maout ou le cornac est en fait l'aspect rationnel de la décision. Posé, rationnel, prend des risques calculés, etc. Il y a un autre côté dans la décision de chaque individu qui est tout ce qui a à voir avec le subconscient, l'émotionnel, l'éléphant donc. Donc la métaphore, elle est assez intéressante dans la mesure où la taille du dresseur vis-à-vis de l'éléphant, premier aspect flagrant. Deuxième chose aussi, c'est tout va très bien quand le dresseur et l'éléphant sont d'accord. Quand ils ne sont pas d'accord, par contre, je ne sais pas sur qui vous parieriez, vous, mais je peux vous garantir que l'éléphant a sans doute beaucoup plus de chances d'arriver à faire ce qu'il a envie de faire. Et malheureusement, quand on pense à la marque et quand on pense au secteur B2B, on pense beaucoup au cornac. On pense beaucoup au maout, mais on oublie souvent la plus grosse partie du système, qui est en fait l'éléphant. C'est la métaphore. Retournons à nos moutons. Si vous regardez le même échantillon et qu'on regarde la différence qu'il y a sur des facteurs qui sont liés à la valeur pour l'entreprise, vis-à-vis de la valeur personnelle, on se rend compte que la valeur personnelle joue un rôle très important. Donc en tant qu'acheteur, en tant que décisionnaire, en tant que prescripteur, des dimensions qui ont à voir avec des choses comme ma promotion, des choses comme la popularité que je peux avoir dans l'organisation, des choses qui peuvent avoir avec la confiance que j'ai, le risque que je demande à mon organisation de prendre en allant avec un fournisseur donné. Toutes ces choses-là sont en fait beaucoup plus importantes qu'il n'y paraît. Et encore une fois, dans notre approche, pour nous, tout est rationnel. On passe beaucoup de temps en marketing à passer sur qu'est-ce que je peux vous faire est-ce que je peux vous faire un retour sur investissement, un modèle de retour sur investissement? Est-ce que je peux vous démontrer l'efficience et ces choses-là? Mais on oublie souvent le rôle de l'émotion. Une compagnie qui, elle, n'a pas oublié, c'est la compagnie qui est sur la droite. Combien d'entre vous connaissent Edwards Life Sciences? Personne? En fait, ils font des produits qui sont liés à
à la chirurgie cardiaque. Et donc, vous imaginez que pendant longtemps, eux aussi, ils ont communiqué sur l'efficience, parce qu'effectivement, les groupes d'achat dans les hôpitaux, c'est pas une discussion facile en termes de négociation. Ils ont beaucoup parlé de l'innovation aussi. Et puis un jour, ils se sont rendus compte, mais dans notre système, comment est-ce qu'on tape dans l'émotionnel? Donc ils ont regardé un peu dans l'écosystème, on parlait un peu plus tôt de tout ce qui était prescripteur, de comment un message pouvait arriver dans le cas de Caterpillar, dans le cas de Volvo. C'est un peu la même idée ici. Et de se dire, en fait, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe quand un chirurgien est sur le point de rentrer dans le bloc opératoire? Est-ce que c'est le moment où l'émotion est la plus forte? Et effectivement, c'est le moment où l'émotion est la plus forte. Donc toute la communication s'organise, et le positionnement s'organise autour de cette idée. C'est-à-dire le moment où le chirurgien est sur le point de rentrer dans le bloc opératoire. Et avec quel fournisseur est-ce qu'il a envie de rentrer dans ce bloc opératoire? Le moment où l'émotion est la plus forte possible. C'est un exemple, mais si on le généralise un peu plus, on se rend compte d'une chose très 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 intéressante. Donc encore une fois, pour bien expliquer la méthodologie, des questions sur si j'achète ma logistique de FedEx, est-ce que j'ai l'impression d'être en sécurité? Est-ce que j'ai l'impression que ça ne va pas de faire de mal à ma carrière ou des choses comme ça? D'accord? Toute cette connexion émotionnelle. Et qu'on compare ça à des marques de grande distribution, la chose super intéressante dont on se rend compte, c'est qu'en B2B, l'émotionnel est encore plus fort qu'en B2C. Il s'avère que nous tous, on est prêt à prendre plus de risques sur l'achat de notre prochaine tablette que du fournisseur qu'on va utiliser dans notre organisation. Ça vous surprend? Non! Et pourtant, notre communication est très émotionnelle quand on parle en B2B. Alors, il y a une statistique qui, dans la première présentation, moi je trouve très intéressante et sur laquelle on a beaucoup travaillé parce qu'on l'entend beaucoup de nos clients, qui est cette idée de 60% du parcours d'achat est fait avant que les gens et les acheteurs appellent un fournisseur ou rentrent en contact direct avec un fournisseur. Et en fait, quand on y réfléchit un peu, en fait, ce que les gens qui font l'émotionnel très très bien dans les organisations B2B, ce sont les vendeurs. Le problème, c'est que les vendeurs, ils ne sont plus là. Parce que 60% du parcours d'achat déjà complet quand le client ou le prospect appelle le fournisseur, toute cette dimension émotionnelle, elle n'est plus là. Et le marketing doit prendre en compte cet aspect-là dans tout le parcours. Et ce qui se passe, comme vous le voyez sur la droite, la raison pour laquelle vous voyez cette différence entre les marques de grande distribution et le B2B, c'est que plus le risque personnel augmente, plus la connexion émotionnelle va être forte. Encore une fois, j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens chez Unilever et ils me disaient, un insight, c'est très common sense. Après, quand on l'a vu plus d'une fois. En fait, on se dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? C'est un peu l'impression que j'ai là-dessus. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression, enfin, j'ai vu personne tomber de leur chaise ni rien, mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on regarde la communication qu'on fait, est-ce qu'elle est vraiment juste du rationnel et est-ce qu'elle prend en compte l'émotionnel? Ça, c'est une question vraiment, vraiment importante. Une autre question très, très importante, c'est qu'il s'avère, comme je vous le disais un peu plus tôt, que si vous demandez ou vous regardez le degré de connexion émotionnelle qu'un client actuel peut avoir avec un fournisseur, on se rend compte que cette connexion, elle existe. Le problème, c'est qu'elle n'existe pas chez les non-clients, donc chez les prospects. Donc, il y a quelque chose dans l'expérience, il y a quelque chose dans la vente, dans l'expérience d'achat qui se passe, où l'émotionnel passe, mais pas du tout dans la communication de la marque au départ. Et comme vous le voyez sur la droite, non seulement c'est très important d'arriver à faire cette connexion, mais en plus, ça paye. Parce que si vous demandez aux gens leur réaction ou la propensité qu'ils peuvent avoir de prendre un fournisseur en compte
et de payer plus, vous voyez sur la droite qu'en fait, c'est beaucoup plus fort quand l'émotion personnelle ou la valeur personnelle est perçue à travers la communication de l'entreprise. Une autre idée sur laquelle la première présentation est tombée et qui est aussi intéressante dans le contexte de la marque, c'est de se dire mais qu'est-ce qui se passe lors du parcours d'achat? Et aujourd'hui, je crois que vous avez déjà vu 2 ou 3 présentations qui touchent sur le sujet. Mais en fait, quand on pense au parcours client et quand on pense à la communication qu'on peut faire à travers les étapes du parcours client, on se rend compte que toute la partie non émotionnelle est probablement où l'opportunité est la plus grande. On se rend compte aussi qu'il y a des canaux de communication qui sont bien meilleurs que d'autres à faire passer un message émotionnel. Donc par exemple, tout ce qui est vidéo, etc., fait passer un message émotionnel beaucoup plus facilement. On l'a vu avec Caterpillar, la présentation avec le data de Millward Brown démontre aussi qu'il y a des canaux qui se prêtent à une expérience émotionnelle beaucoup plus que d'autres. Donc, pour résumer rapidement, bon point, on a fait la transition on arrête de parler de nous et l'innovation, développement durable, etc. Et on commence à parler du client et ce qu'on fait pour lui. Très bien. Deuxièmement, on parle beaucoup au rationnel. Probablement pas assez, on ne prend pas assez en compte l'émotionnel. Si vous vous rappelez un peu plus tôt, dans le contexte actuel aussi, même quand on parle de rationnel et même quand on essaie de différencier, le message ne passe pas très bien. Donc quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde du B2B en ce moment, en termes de positionnement et en termes de différenciation, on arrive aussi à comprendre des choses qui sont beaucoup plus intéressantes dans le contexte de l'information à laquelle les gens ont accès. Donc quand vous demandez à un acheteur ou à un décisionnaire ou à un prescripteur dans une organisation B2B de décrire son dernier achat et de vous décrire quels sont les facteurs qui le font changer d'avis, on se rend compte qu'il n'y a pas tellement, de critères qui sont vraiment importants. En fait, il y en a 2. Et ça encore, c'est une étude qu'on a fait récemment, qui démontre qu'en fait, il y a 2 choses qui font qu'un client potentiel peut changer d'avis quand ils sont en train de découvrir l'information sur un fournisseur. La première, c'est que le fournisseur leur apprend quelque chose d'important sur leur business. La deuxième, c'est que, comme on en a parlé un peu plus tôt, il y a un call to action. Donc, le problème est assez gros pour que moi, en tant que décisionnaire, en tant qu'influenceur, je fasse quelque chose avec l'information. Je sais que c'est beaucoup d'informations là, mais si encore une fois, je recap, plus d'émotionnel, dans le rationnel, essayez vraiment d'aller sur la valeur ajoutée de l'éducation qu'on peut donner au client sur un problème qu'il a, qui peut-être ne reconnaît pas, et du rôle du fournisseur dans la résolution de ce problème. Alors jusqu'à présent, je vous ai présenté plein de bar charts, etc. Et vous vous dites sans doute, ah, c'est sympa, j'ai vu des gens qui prenaient des photos, c'est très bien, ça a aidé pour mon business case, etc. Mais la vraie question, c'est ça ressemble à quoi en vrai quand on fait tout ça bien? Combien d'entre vous connaissent la campagne de Xerox appelée Euphoria? Est-ce que vous l'avez vue? Non? On va imaginer qu'on est dans le marketing d'imprimantes, d'accord? Et de photocopieuses, couleur dans ce cas-là, et que notre target segment, notre segment cible, c'est l'éducation. Donc imaginez-vous un peu les discussions avec l'éducation nationale, etc., quand il s'agit d'acheter de nouvelles photocopieuses, d'imprimantes, etc., c'est des discussions qui sont assez intéressantes et qui se focalisent en général sur le coût d'impression, le coût de la maintenance, etc., etc., etc. Le problème, comme on l'a vu un peu plus tôt, c'est que Xerox, ils sont exactement dans le même cas de figure que j'ai décrit un peu plus tôt. C'est-à-dire que Xerox et ses compétiteurs, ils vont voir l'éducation nationale et ils leur parlent du coût d'impression et du coût de maintenance. Tout le monde parle de la même chose. Donc encore une fois, bon point dans la communication de qu'est-ce que je peux faire pour vous, mauvais point dans la différenciation de la marque, elle n'est pas là. Alors Xerox, ils se posent des questions, ils se disent mais comment est-ce qu'on peut apprendre quelque chose de nouveau à nos clients?
Comment est-ce qu'on peut repositionner la marque de façon émotionnelle et d'une façon qui nous différencie? Et ils commencent à réfléchir et ils se disent, peut-être une observation très simple, c'est qu'un enfant aujourd'hui qui apprend avec une tablette, etc., le polycopier ou la photocopie noir et blanc, peut-être pas le meilleur vecteur pédagogique. Et donc, ils commencent à faire des études là-dessus. Ils commencent à étudier, mais qu'est-ce qui se passe quand un enfant a des outils pédagogiques qui sont beaucoup plus engageants, qui sont en couleur, qui peuvent être interactifs, etc. Et ils se rendent compte qu'effectivement, non seulement ça fait une grande différence dans les métriques pédagogiques, c'est-à-dire l'enfant apprend plus vite, l'enfant apprend mieux, ils se rendent compte aussi que les professeurs, quand les enfants apprennent mieux, ils sont plus heureux aussi. Et dans ce contexte-là, ils commencent à faire une campagne qui se focalise effectivement sur ce problème et sur cette idée de quelle est la différence de la couleur dans l'écosystème de l'éducation, au niveau des élèves, au niveau des professeurs. Et ils commencent réellement à rejoindre les deux avec une exécution qui est assez intéressante. Elle est un peu américaine si vous avez l'occasion de regarder sur YouTube, un peu américaine, mais l'idée est intéressante de se dire mais comment est-ce que je peux parler à tous ces prescripteurs-là? On a vu avec Caterpillar, c'est un peu la même idée, mais vraiment en poussant l'aspect émotionnel. Et d'un autre côté, le message rationnel, il est là. Donc quand vous parlez aux acheteurs et aux groupes d'achat, effectivement, Xerox a une discussion sur, le coût de maintenance c'est ça, le coût d'impression c'est ça, mais au moins, ils ont un plus, ils ont une différenciation qui se focalise sur l'impact que peut avoir la couleur sur l'éducation des enfants. Donc un débat beaucoup plus grand, où ils ont l'impression d'être différenciés. Quand on regarde une exécution comme ça, où il y a effectivement cet insight commercial, d'une certaine façon, et de l'autre, cette valeur personnelle, et que l'exécution est faite comme ça, il y a quelques activités qui sous-tendent ça. Et quand nous, on a regardé un petit peu que font les compagnies pour arriver à ce genre de résultats, on se rend compte qu'il y a plein d'éléments qui peuvent être intéressants et qui aident dans cette démarche. Donc j'aimerais en partager quelques-unes. La première, c'est, en tant que marketeur, est-ce qu'on passe assez de temps à comprendre les besoins personnels de nos cibles? Donc John Deere, par exemple, fait un travail très intéressant sur les segments de fermiers. Et qu'est-ce que c'est de faire marcher une ferme aujourd'hui? Comment est-ce que ça marche? La taille de l'exploitation, etc. Et quelles sont les motivations personnelles qu'ils peuvent avoir? Cisco, pour s'assurer que le langage dans l'exécution est très très bon, utilise un système d'écoute des médias sociaux qui est très intéressant. Je vous en montrerai un détail un peu plus tard, et qui s'inspire un peu de tout ce qui est agile planning, etc., pour faire du test and learn de façon très rapide sur le langage que ces gens utilisent. En termes d'exécution, on en a déjà vu avec Caterpillar, on en a déjà vu avec Xerox. Une autre compagnie qui fait quelque chose de très intéressant, c'est Grainger. Alors Grainger, ils ont toute une exécution sur le rôle du, je vais le faire en anglais, plant manufacturer, dans le choix des achats. Et encore une fois, si vous allez sur YouTube, vous allez pouvoir voir un peu ce qu'ils font, c'est très 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 intéressant. Et autour, et à la fin, cette idée de insight commercial que Xerox a développée. Donc je vais vous la faire rapidement sur quelques points qui me semblent intéressants. Tout d'abord, l'idée de Cisco. Alors Cisco, c'est très intéressant parce qu'ils se sont posé la question de dire, mais quand il y a tant de prescripteurs, quand il y a tant de gens qui sont dans la décision, on en a vu un peu plus tôt, je crois que la statistique c'était 5 ou 6. Donc le directeur financier, le directeur de l'IT, les gens des ressources humaines, ça devient très très compliqué à gérer. Et donc ils se sont posé la question, mais comment est-ce qu'on peut comprendre ces gens? Et donc, ils passent beaucoup de temps à écouter sur les réseaux sociaux la teneur de leur discussion. Dans quel genre de discussion est-ce qu'ils participent? Un Chief Information Officer, ou un chef de l'IT, il parle de quoi sur les réseaux sociaux? Et donc, ils apprennent le langage naturel du client. Et une fois que ça c'est fait, en fait, encore une fois, ils utilisent les réseaux sociaux pour tester très rapidement des exécutions différentes. Et avoir un feedback direct de « tiens, ça semble générer de la conversation » ou « tiens, ça semble un peu différent ». Et encore une fois, pour aider ces gens qui sont maintenant tout seuls, indépendamment, font la recherche sur leurs fournisseurs et qu'ils puissent trouver ou arriver naturellement dans une discussion
qui rapporte à Cisco. Le cas de Xerox, dont on a parlé, encore une fois, peut-être que je m'excite un peu trop là-dessus, parce que ça me semble vraiment très, très, très intéressant. C'est cette idée de dire comment est-ce qu'on change le débat? Comment est-ce qu'on peut amener une nouvelle conversation qui se rapporte à nous dans notre communication institutionnelle et qui est vraiment différenciée? Et dans ce contexte-là, tout le travail qu'ils ont pu faire sur « mais qu'est-ce que c'est que d'être prof aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que d'être enfant et d'apprendre? Quelles sont les statistiques qu'on peut montrer à l'Éducation nationale, en l'occurrence, sur les résultats des enfants dans des environnements différents, dans des approches pédagogiques différentes? Encore une fois, l'approche livre blanc, c'est comme ça qu'on appelle white paper? Ouais. Livre blanc. Tout ça, ça ne parle pas de Xerox. Ça parle de pédagogie. Ça parle du succès des enfants. C'est très, très, très différent comme approche. C'est plus « je ne parle de Xerox », c'est pas non plus « je parle de Xerox en termes d'efficience et de coût », c'est « je parle de Xerox dans le contexte de la pédagogie », d'un débat de société beaucoup plus large, dans lequel j'ai l'impression d'avoir une valeur ajoutée qui est différente. Et encore une fois, en termes d'exécution marketing, en termes de discussion que les vendeurs peuvent avoir, etc., c'est complètement différent. Et ça marche très bien. Sur ce segment-là, sur une année, c'est plus 17% de chiffre d'affaires pour Xerox. 17%. Donc, les conclusions, elles sont là. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais encore une fois, cette idée de message de marque qui parle de valeur ajoutée pour l'entreprise, c'est très très bien. Mais il y a un manque en termes de différenciation. Et la différenciation, elle est en partie émotionnelle, et essayer de comprendre la dynamique émotionnelle, l'éléphant dans la métaphore, et ce qui fait avancer l'éléphant, et le prendre en compte dans sa communication, mais aussi arriver à différencier la nature de la discussion sur la valeur ajoutée du fournisseur pour l'entreprise client ou pour l'entreprise prospect. Et dans ce contexte-là, il y a quelques activités qui sont très, très, très importantes et qui potentiellement peuvent générer des projets pour vous qui seraient importants. La première, c'est est-ce qu'on comprend vraiment la personnalité de nos cibles? Est-ce qu'on comprend l'aspect émotionnel? Est-ce qu'on comprend et le cornac et l'éléphant? Deuxième chose, est-ce qu'on comprend leur langage? Comment ils parlent de façon naturelle? Cisco, très très bon exemple. Pas très compliqué à mettre en place. Hein. Est-ce qu'ensuite, on a la capacité à exécuter et à parler à cet écosystème? Grainger est un exemple, Xerox est un autre exemple, Caterpillar d'une certaine façon, même Volvo Trucks et Jean-Claude Van Damme et toutes ces choses-là. Dans cette exécution-là, est-ce que vraiment on pense à l'aspect émotionnel et est-ce qu'on pense à la différenciation de la marque? Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à visiter un site. Je crois que d'ailleurs, il y aura peut-être un site derrière où les gens pourront accéder à l'information. Mais je crois que j'ai 1 minute 30. Donc s'il y a des questions, je suis prêt. C'est tout ce que je vais présenter. Questions, réactions? Non? Facile? Bon, bah très bien. Mais je vous remercie alors.